Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Démystifier l'intelligence artificielle. C'est Laetitia Constantin qui vous parle, développeuse web chez Habile, diplômée d'un master en intelligence artificielle. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant, d'un sujet d'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, puisque ChatGPT de OpenAI, Bard de Google ou encore Claude de Anthropic, et puis j'en passe, se base sur ce type d'architecture. Donc si vous ne l'avez pas encore deviné, on va démystifier l'intelligence artificielle générative, plus communément appelée en anglais Generative AI. Alors je suis super excitée parce que c'est un sujet que j'avais très envie de creuser, et pour ce faire, je me suis entourée de Rihanna Msadek, spécialiste en intelligence artificielle, et Benoît Pasteau, spécialiste en sécurité cloud, qui travaillent tous les deux chez Google. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Comment est-ce que vous allez ? Ça va super. Ça va, ouais, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Très chaud. Un peu trop. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère qu'on va réussir à partager votre savoir pour nos auditeurs. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous connaître un peu plus, comment est-ce que vous avez atterri à Google ? C'est quoi un petit peu votre parcours ? Moi, dans le fond, ça fait une dizaine d'années que je suis au Québec. Comme entend mon accent, là, je viens d'Europe. Puis j'ai eu plusieurs vies professionnelles avant. Et mettons que j'étais plus spécialisé dans le côté infrastructure, virtualisation, sécurité, mais plus traditionnelle. Donc, la sécurité télécom, les firewalls, enfin bref, les boîtes. Et puis petit à petit, je me suis mis au cloud à partir de 2012, je pense, au niveau notamment du SaaS et on va dire l'utilisation de plateformes SaaS, en particulier migrer des infrastructures vers le SaaS. Et petit à petit, je me suis spécialisé dans le cloud global, mettre en place des fondations. Et je vais être complètement transparent, mais à un moment donné, j'étais un petit peu fatigué par les équipes sécurité que je rencontrais, qui me disaient toujours que c'était pas possible de faire les choses. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais le faire dans ce cas-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité, via un de mes anciens collègues, de travailler dans le cloud security chez KPMG pendant 4 ans. Et à la suite de ça, j'ai eu une autre opportunité via un autre ami à moi qui m'a indiqué qu'il y avait un poste basé dans la ville de Québec pour Google Cloud, donc GCP. Je pense que c'est quelque chose qu'on va discuter un petit peu après. Donc pour vos auditeurs, on va pouvoir expliquer la différence entre où se place GCP dans l'écosystème Google. Et toi, Rihanna ? Alors, moi j'ai fait une formation en ingénierie informatique en France. Avant ça, j'ai fait toutes mes études en mathématiques et physique, et c'était pour moi un cheminement normal de choisir l'informatique parce que à un moment de ma vie, j'ai beaucoup aimé entreprendre, et je voyais qu'il y a eu beaucoup de magie dans les startups qui étaient faites par l'informatique. Donc je me suis dit pourquoi pas en devenir une ingénieure. Et donc comme ça, j'ai fait une formation en ingénierie en informatique. Par la suite, j'ai fait un mini MBA parce que je voulais entreprendre. Donc, j'ai étudié le business aux États-Unis et j'ai fini par une maîtrise en intelligence artificielle au Canada. Mon parcours est très simple. J'ai commencé par la recherche en industrie. Donc, j'étais chercheur pendant 2 ans dans un centre de recherche en intelligence artificielle et par la suite scientifique de données à IBM, et j'ai continué mon parcours en tant qu'ingénieur client spécialiste en IA chez Google. Simple, mais ma foi, il y a quand même beaucoup de choses. On va briser un petit peu plus la glace. Là, si on doit retenir une chose un petit peu plus funky sur vous, un passe-temps, un truc qui est original que vous faites, ce serait quoi ? Est-ce que tu veux je commence, d'accord, ok. Alors moi, il y a plein de choses, mais disons à titre personnel, je fais partie d'une équipe de quiz en culture générale. Donc j'adore ça, là, c'est le fun. Toutes les semaines, on se retrouve en gang et donc ça me permet aussi d'apprendre l'histoire du Canada et du Québec en particulier, de par mes origines. Et puis l'autre passe-temps qui est lui peut-être un peu moins glamour, mais qui me plaît beaucoup, c'est de restaurer des meubles. Ah, mais c'est bien. Donc j'adore ça, restaurer des meubles, parce que ça me détend. Donc je vous encourage à le faire, c'est sympa. Mais il faut un bon matériel quand même, non ? Pas pour tant. Penser ou... Non, juste du temps. De la patience. C'est déjà pas mal. Et les quiz, c'est fait en virtuel ou non, vous vous rassemblez quelque part ? En présentiel. Ok, dans un endroit spécial ou dans un bar ou un truc comme ça ? C'est ça, on fait ça dans des pubs ludiques. Tu sais, les pubs où tu peux louer notamment des jeux de société. Ah oui, et donc il y en a quelques-uns à Québec City, mais il y en a aussi à Montréal qui font ça. Donc il y a aussi des microbrasseries qu'on organise, je pense. Donc ouais, c'est ça.
Alors pour moi, il y a 2 phases dans ma vie. Il y a eu des passe-temps au passé où j'avais le temps d'aller donner des conférences et des présentations dans des universités pour soutenir les étudiants, les motiver, aussi démystifier un peu les technologies. Et maintenant, pour être honnête avec toi, mon passe-temps favori, c'est de dormir. C'est honnête. C'est très honnête. En y pensant, en marchant ici, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans mon temps libre. Et Dormir. c'est vraiment trouver du temps pour dormir. Donc, c'est mon vrai passe-temps favori actuellement. Ouais. C'est honnête. Très beau passe-temps. Faut se coucher plus tôt aussi. J'avoue qu'un des meilleurs moments de ma journée, c'est ce moment où tu te poses dans le lit, puis que tu sais que t'as terminé, que tu vas pas ressortir, que t'es sur ton oreiller, que c'est moelleux. C'est ça. C'est vrai que c'est agréable. Le réveil, en revanche, un peu moins, mais... Ok. Et c'est super. Et d'ordinaire, je demande souvent aux invités de présenter l'entreprise dans laquelle ils travaillent, mais là, Google, on sait tous ce que ça fait, le moteur de recherche. Mais pour autant, tout à l'heure, tu parlais de GCP, mais j'aimerais bien savoir, c'est quoi un petit peu les autres types d'activités transverses qu'il y a à Google, qui sont étudiées, qu'on connaît beaucoup moins? Si tu veux, je peux commencer, puis tu compléteras, Rihanna. Dans le fond, vous connaissez effectivement tous le moteur de recherche grand public. Ensuite, une des principales sources de revenus de Google, c'est tout ce qui est autour de la publicité, donc ce qu'on appelle Google Ads. Donc évidemment, Google Ads est à travers une énorme suite de produits, que ça soit Android, YouTube, le moteur de recherche, etc. Et il se trouve que nous, avec Rihanna, on travaille dans une autre entité qui a de plus en plus de place chez Google, qui s'appelle donc GCP, qui, on va tout de suite dire les noms des éléphants dans la salle, mais on est la compétition d'AWS et de Microsoft Azure. Et donc l'idée, dans le fond, derrière GCP, c'est d'être en mesure de fournir à nos clients entreprises ou PME les mêmes outils qui sont utilisés chez Google pour fournir des solutions grand public, donc qu'ils aient entre guillemets le même boîte à outils pour être en mesure de fournir des services à leurs clients ou en interne pour leurs services IT. Okay. Ça, c'est l'autre grosse branche, presque le gagne-pain de Google quand même. Disons que j'ai les chiffres là, mais je pense qu'on est rendu à peu près autour de, selon moi, entre 25 et 30%, je pense, du chiffre d'affaires. C'est quand même non négligeable, quoi. C'est un bel apport en plus c'est ça. De ce qu'on connaît. Okay. Exact. Puis, vas-y. C'est ça, Google Cloud Platform, c'est principalement une solution pour les entreprises qui veulent faire des applications ou mettre leurs données sur cloud, mais principalement bâtir et développer des applications en utilisant des données. Du côté là où je travaille, par exemple, les services qu'on offre, c'est des services d'intelligence artificielle sur le cloud. Donc, on est en train de démocratiser l'intelligence artificielle à ces entreprises-là. Et je te donne un exemple, vu que tu as déjà fait une maîtrise en IA, tu as certainement essayé de développer un modèle sur ton ordinateur, de l'entraîner. Et souvent, quand on entraîne un modèle, ça va prendre des heures et des heures et ça va cracher parce qu'on a on utilise du hardware. Alors que si tu entraînes un modèle sur le cloud, il suffit de cliquer sur un bouton pour choisir quel hardware et tu n'as pas à te soucier quand est-ce que ça va crasher parce que toutes les ressources, tu peux les utiliser directement sur le cloud. Donc, au niveau de la sécurité aussi, c'est une plateforme qui va assurer que toutes tes données sont sécures. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter si les ordinateurs... Là, je démystifie beaucoup, mais les ordinateurs sont en panne. Donc, quand on met le tout sur le cloud, et je pense que c'est la direction que 99% des entreprises vont finir par choisir, on s'inquiète moins sur nos données, on s'inquiète moins sur la sécurité, et on adapte plus des services comme l'intelligence artificielle ou la science de données. C'est vrai que c'est bien. Moi, je trouve ça chouette que l'IA arrive sur le cloud et que ce soit accessible. Quand j'ai étudié, ça commençait un peu, mais c'était moins accessible. Et là, j'ai fouillé un petit peu dans la plateforme, qui est plein d'IA différentes. Et c'est vrai que même pour le hardware, pour ceux qui savent pas, le hardware, c'est vraiment la machine, la carte mère, le CD, c'est vraiment le physique, la RAM. Et c'est vrai, j'ai fait tourner des modèles et ils complantaient au bout de 2 heures d'entraînement. Puis là, c'est la déception. 2 heures, ça va. Quand c'est la nuit puis que le matin, ça a échoué, là, c'est plus décevant.
C'est ça. Et sur Google Cloud Platform, j'invite tout le monde, et je fais pas de la pub, hein, mais j'invite tout le monde à aller tester notre plateforme qui s'appelle Vertex AI. Donc on peut directement faire de l'IA générative, donc utiliser des technologies d'IA générative pour générer du texte, pour générer des images, pour faire du speech to text, du text to speech. Mais on peut aussi faire de l'IA sans écrire une seule ligne de code. On a une solution qui s'appelle AutoML. Donc il suffit de choisir le type de données que tu as. Si tu veux faire de la classification, de la régression, du forecasting, il suffit d'apporter tes données. Et les modèles sont pre-packaged, donc vous pouvez utiliser nos modèles directement sur la plateforme. Et si vous voulez avoir un modèle qui est plus custom, personnalisé, bah vous avez aussi le moyen de le faire sur Vertex. Donc il y a tout ce qu'il faut, c'est comme une boîte d'outils pour les data scientists, les machine learning engineers, et aussi pour les business users, comme ça ils peuvent voir et visualiser les résultats de ces modèles d'une manière très intuitive. Je peux peut-être compléter un tout petit peu vraiment sur un détail, mais je pense que GCP aussi, c'est une de ses forces. Et dans le fond, moi-même qui n'ai pas un background de développeur particulièrement, c'est vraiment très bien fait pour développer en général. Donc en dehors juste de... il y a la plateforme Vertex AI, comme Rihanna l'a mentionné, mais pour développer d'autres services également. Ça a été vraiment conçu dès le départ, avec des API de qualité, avec une documentation, selon moi, une des meilleures en termes de documentation pour être capable de développer rapidement. Et comme j'ai dit, moi-même qui n'ai pas développeur, j'ai pris plaisir à développer des automatismes ou même du serverless ou d'autres technologies qui sont connexes à l'intelligence artificielle sans une grosse difficulté parce que c'est ça, les modèles ou les trainings associés à ça sont quand même relativement bien faits et la plateforme est conçue et vraiment focusée là-dessus pour aider les gens à développer des solutions d'affaires comme tu l'as très bien dit, Rihanna. Et puis, je crois que tu me disais, vous avez Skill Boots aussi qui vous permet d'apprendre comment utiliser ces outils-là. Donc, si les gens se motivent, qui ont envie, puis qui ont peur de pas réussir ou de pas comprendre, il y a quand même des cours qui sont faits, qui sont en ligne, qui sont même gratuits et accessibles pour apprendre à utiliser ces outils-là. Et puis c'est bien fait en plus. Je vais commencer un peu. À ma connaissance, je pense que c'est la seule plateforme aujourd'hui d'apprentissage qui offre un cursus gratuit sur le Generative AI avec du hands-on. Donc c'est vrai que profitez-en parce que c'est accessible à tous. Donc Google c'est vraiment accessible. Alors moi je crois que c'est qu'en anglais que j'ai vu, mais ça reste quand même simplifié. Puis il y a tout le transcript à côté qui est écrit, puis ça reste assez large. Et là je suis passée sur un moment où il y avait quand même une partie code, mais si la personne ne veut pas aller là, on peut juste défiler. Il y a toujours un quiz à chaque fois pour s'assurer qu'on a bien compris quand même le plus important. Mais bon, pour continuer, quand même, pour pas s'attarder sur GCP tout de suite, mais donc on a employé le mot Generative AI, mais concrètement, c'est quoi une IA générative? Parce que on l'utilise, comme son nom l'indique, pour générer quelque chose, du contenu ou des images, c'est ça? Mais exactement. C'est fait comment? Derrière, comment ça tourne? Donc, d'abord, l'intelligence artificielle générative, c'est un type d'intelligence artificielle et c'est aussi une technologie, comme d'autres, qui utilise des algorithmes. Et le but, c'est de générer du contenu. Ce contenu, ça peut être du texte, ça peut être du code, ça peut être des images, des vidéos, du son et peut-être d'autres choses, et même de données synthétiques. Donc, pour l'utiliser, pour réentraîner d'autres IA. Donc c'est basé sur une technologie ou une architecture qu'on appelle les transformateurs ou les transformers, qui en elle-même c'est une architecture de réseau de neurones qui est utilisée principalement depuis des années pour des tâches de natural language processing ou du traitement du langage naturel. Donc on utilisait cette architecture pour faire de la traduction automatique, pour faire des résumés, pour aussi répondre à des questions et pour être capable de raisonner derrière. Donc les transformateurs sont composés principalement de deux composants principaux, les encodeurs et les décodeurs. Donc l'encodeur, il va prendre le texte entrée et il va produire une représentation du texte. Et cette représentation va être utilisée par le décodeur pour générer le texte sorti. Donc c'est aussi simple que ça. En réalité, c'est beaucoup de neurones.
Oui, c'est beaucoup de neurones. Puis même l'intérieur d'un encodeur-décodeur, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs architectures d'encodeur-décodeur, puisque on voit qu'il y a... Là, si je prends l'exemple de Google, on a Bard qui est pour la discussion. Je crois que c'est Imagen pour l'image, pour générer une image. Puis c'est deux IA qui sont différentes, mais en fait, les deux sont basés sur ce principe-là, encodeur-décodeur. Et c'est l'intérieur qui est différent. Oui, on a différents modèles pour chacun de ces outils. Donc, tu as mentionné Bard. Bard, c'est tout simplement une interface utilisateur pour un modèle derrière qui s'appelle PaLM 2. Et PaLM 2, c'est un Large Language Model. Bard, je rappelle toujours, c'est une solution pour les consommateurs, c'est pas une solution pour les entreprises. C'est une solution que tu peux utiliser pour préparer à ton mariage ou pour préparer à ton voyage en Italie ou peu importe, ou pour écrire des emails. Mais nous, on conseille souvent d'utiliser GCP. Et les modèles qui sont sur GCP, on en a le TextBython, on a le CodeBython, et ces deux modèles-là sont principalement basés sur PaLM 2, mais qu'est-ce qui est différent entre les deux? Celui qui génère du texte, c'est une version fine-tunée. C'est comme une version raffinée, juste pour répondre à des questions, pour résoudre des problèmes, pour créer des plans, pour écrire des emails. Et la version du CodeBython, c'est aussi une version fine-tunée du modèle PaLM 2, qui est capable pratiquement de générer du code, de compléter du code et de faire du debugging du code. Donc PaLM 2, c'est à peu près 580 billions de paramètres. C'est un très 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 grand modèle, mais on le fine-tune pour des tâches spécifiques. Pourquoi on fait ça? Parce que si, comme leur nom l'indique, c'est des modèles Large Language Models, ils sont très très larges. Et ces paramètres-là, ça prend du coût pour les développer, pour les entraîner, mais aussi pour faire l'inférence. L'inférence, c'est-à-dire les appeler. Donc c'est pour ça qu'on prend une petite version de ces modèles-là pour des tâches spécifiques. Et comme ça, si je suis une entreprise et que je voudrais créer un petit chatbot pour tous mes consommateurs, disons, par exemple, je suis H&M ou je suis Target ou Walmart et je veux que Benoît pose la question sur le chatbot. N'importe quelle question que Benoît va poser, il va probablement faire un appel à un API de ce modèle-là et ça va générer un coût. Donc, si j'appelle un très grand modèle, le coût va être énorme. Alors que j'ai probablement des millions de personnes qui vont sur le site de Walmart par jour. Donc c'est pour ça qu'on fait des modèles beaucoup plus spécifiques. C'est un besoin pour les entreprises qu'on essaye auquel de répondre. Et en s'assurant qu'on couvre aussi tout l'aspect sécurité sur ce modèle-là avec un coût très abordable. Okay. Je peux peut-être rajouter un peu sur la portion de sécurité. Dans le fond, entre Bard ou ChatGPT et justement les solutions qui sont dédiées aux entreprises, comme Rina l'a mentionné, la grosse différence, c'est, on va dire, les données en arrière qui sont utilisées. Puisque, dans le fond, Bard est entraîné avec des données qui sont publiquement accessibles et va utiliser également, comme ChatGPT, les inputs qui vont être donnés par les usagers pour continuer à enrichir ses réponses. Évidemment, ça pose énormément d'enjeux potentiels. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir un des premiers leaks qui a eu lieu via la compagnie Samsung. C'est complètement public, donc vous pouvez juste à googler Generative AI Samsung, vous allez voir tout de suite le résultat de ça. Mais longue histoire courte, ça aurait pu arriver d'ailleurs dans n'importe quelle compagnie, et c'est certainement arrivé dans d'autres compagnies également qui n'ont pas publicisé ça. Simplement des développeurs qui ont utilisé ChatGPT sans forcément suivre les consignes peut-être de leur équipe de sécurité, ou peut-être qu'elles n'existaient pas encore, les consignes, c'est possible aussi, et qui ont simplement mis du code en production de Samsung dans ChatGPT, et d'autres usagers qui n'avaient rien à voir avec la corporation de Samsung ont été en mesure de récupérer des portions, toute portion du code qui a été mis dans ChatGPT. Donc ça illustre deux problématiques. Comme toujours, la sécurité, le premier enjeu, c'est les usagers. Clairement, parce qu'on a beau mettre en place des centaines de systèmes, il y a un aspect de culture qui est important.
Puis le deuxième, c'est qu'évidemment, ce qu'on appelle le Generative AI grand public, que sont ChatGPT et Bard par exemple, on sait de facto que, on va dire, les interactions qu'on va avoir avec ces systèmes-là utilisent des données publiquement accessibles, dont les propres inputs qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ça, évidemment, pour les entreprises, c'est pas possible, en tout cas, avec les entreprises avec lesquelles on interagit, mais je pense que n'importe quelle compagnie a pas envie de voir ces données privées aux quatre vents. Donc forcément, c'est pour ça que des plateformes comme Generative AI Studio qui roule sur lui-même sur Vertex AI et qui bénéficie de toute la sécurité par défaut de GCP sont particulièrement utiles et vont permettre aux entreprises de contrôler leurs datasets, les données en arrière qui vont entraîner leur modèle. Et voilà, en tout cas, je sais pas si ça répond, en tout cas ça donne une idée. Ouais, totalement, ça répond à la question. Puis même on voit l'aspect très important, souvent on nous dit pose pas à ChatGPT une question que tu poserais pas toi-même sur Stack Overflow, qui est un forum sur lequel, en tant que dev, on utilise beaucoup pour si on a une question ou un bloquant quelque part ou un bug. Et justement, je me disais, et pourquoi ? Parce que déjà, moi, il m'arrive de l'utiliser, mais pour des portions de code qui vraiment ont aucun aspect sécurité, ou ça c'est des bouts de code que tu retrouverais n'importe où dans n'importe quel autre projet. Et là, tu as l'air de dire qu'effectivement, les entrées que les gens mettent sont sauvegardées et réutilisées puisqu'elles aident à apprendre. Mais en quoi d'utiliser GCP ? C'est Palm, tu me disais qu'il y avait SecPalm. C'est quoi la partie sécurité qui est dessus ? Est-ce que les données sont pas réutilisées par le modèle dans ce cas-là ? Donc Il y a deux questions, je pense ici. En fait, tous ces modèles-là peuvent offrir l'aspect sécuritaire. Et là, je parle pas seulement de Palm 2, mais probablement aussi le modèle derrière ChatGPT. C'est juste que il va falloir faire attention en tant qu'utilisateur de l'utiliser dans le bon endroit et pas dans une plateforme qui n'est pas sécuritaire. Donc, il vaut mieux utiliser ces modèles-là avec un cloud provider. Il vaut mieux s'assurer que on a une regulatory compliance, la conformité, la conformité en place avant d'utiliser. À la place d'aller télécharger n'importe quelle application et dire que c'est powered par ce modèle-là ou cet autre modèle-là, c'est un peu effrayant parce que les gens qui développent ces applications peuvent être en train d'utiliser des modèles qui n'ont aucune base de sécurité. Alors que si toi, en tant qu'entreprise, tu veux développer ta propre application et que tu vas sur un cloud provider qui va t'assurer que toutes tes données restent tes données. C'est ça. Donc, tu vas être sûr que le modèle ne va pas utiliser tes données pour être entraîné. Et c'est le cas de Palm 2 sur GCP. Ok. C'est ça notre garantie. Bon. Quelles que soient les données d'entrée que tu donnes, et on appelle ça prompt, ça va être sécuritaire, ça va être privé, et personne ne va le voir. Alors que si tu vas sur d'autres plateformes gratuites qui sont pour monsieur tout le monde, il y a un risque que tes données vont être compromises. C'est ça. C'est très bien dit. Et puis pour répondre à ta question sur SecPalm 2, dans le fond, tu l'as mentionné tout à l'heure, des modèles spécialisés. Donc comme on le voit dans le titre, SecPalm 2 est basé lui-même sur Palm 2, mais une version spécialisée. Donc il a été entraîné avec des données qui sont vraiment associées au domaine de la sécurité. Pourquoi ? Parce que effectivement Palm 2, notamment pour peut-être la portion, la portion génération de texte par exemple, a été entraîné d'une certaine façon pour comprendre, mettons, le langage, les interactions humaines, ou être capable de traduire peut-être un texte d'anglais à français. Là, dans la portion SecPalm, qui est lui-même un large language model spécialisé dans la sécurité, il va être en mesure de répondre à des questions en lien avec la sécurité. Donc, par exemple, être capable de décrire à un analyste de sécurité à quel virus ou malware il a affaire de manière compréhensible pour un analyste de sécurité. Okay. Donc il va pas répondre comme un commun des mortels, il va vraiment lui donner des indications qui sont pertinentes pour cela. Il y a évidemment d'autres exemples qui pourraient être dans ce qu'on appelle le threat intelligence, qui est vraiment spécifique à la sécurité, puis après je vous promets j'arrête. Et c'est un domaine extrêmement intéressant parce que c'est un des rares domaines de la sécurité qui selon moi
ne nécessite aucune technicalité en arrière. C'est vraiment comme de l'intelligence d'affaires ou de l'espionnage au sens industriel ou réel qu'on peut voir dans les films. L'idée du threat intelligence, c'est de connaître à quelle menace votre compagnie ou votre organisation fait face. Donc, est-ce que ça va être un groupe de nation-state sponsors, donc par exemple la Russie, la Chine, l'Iran ou d'autres pays qui sponsorisent des groupes de hackers pour venir attaquer des grandes compagnies d'ici ou des grandes compagnies publiques, ou est-ce que ça va être, mettons, un groupe d'attaquants qui est connu, lui plus privé, mais qui est juste connu pour de l'extorsion de fonds. Donc en gros, en termes de sécurité, plus on sait à qui on a affaire, plus on sait quelles tactiques, techniques et méthodes ils utilisent pour essayer de rentrer dans votre compagnie ou d'exfiltrer les données, plus ça va être facile de se protéger. Ok. D'accord. Et alors, je vais essayer de remettre tout ça avec SecPalm 2. C'est que dans le fond, SecPalm 2 a été entraîné pour être en mesure d'interpréter dans des logs, par exemple, de firewall, dans des systèmes externes aussi. Donc, par exemple, VirusTotal, que vous connaissez tous, qui appartient à Google aussi, mais qui est quelque chose de très connu dans le domaine de la sécurité. Utiliser toutes ces sources de données-là qui viennent de l'extérieur, qui sont une sorte de database un petit peu spécialisée dans la sécurité, et d'être en mesure, en mixant ça avec le contexte du client, de sortir à un analyse de sécurité quels sont les dangers actuels et réels associés à l'entité, l'entreprise et l'organisation qu'on essaie de protéger. Donc ça apporte en fait dans le cadre de la sécurité, mais je pense qu'on pourrait, c'est un peu le but aussi de notre rencontre d'aujourd'hui, de extensionner ce principe-là à d'autres domaines. L'idée de GenAI dans le contexte de la sécurité, c'est de soulager le travail rébarbatif qui est difficilement automatisable aujourd'hui pour un être humain, et réduire la charge de travail d'un analyste de sécurité par exemple, ou d'un chercheur d'ailleurs aussi, réduire cette part de travail un petit peu qui peut être automatisée, et ensuite il peut se concentrer uniquement sur l'essentiel, puisque ce qu'on a, en tout cas, je sais peut-être pas la traduction en français, mais le heavy lifting va être fait par GenAI. Ok. Voilà. Et là, les logs, est-ce que ça veut dire que SecPalm est plugué au log de l'entreprise, ou alors c'est l'analyste qui doit voir, ah tiens, là j'ai un log qui est bizarre, mais il faut quand même qu'il ait fait une première passe, puis il envoie ce log-là à SecPalm? Il y a plusieurs façons de faire, parce que dans le fond, SecPalm, puis Rihanna, corrige-moi là, mais moi je vois ça un petit peu comme un moteur. C'est comme une sorte on va lui donner un input, on va passer à travers la machine de SecPalm, et puis il va y avoir un output qui va être plus intelligent. Je pense qu'on peut être créative à utiliser ces modèles-là, et je dis ça parce qu'on a parlé de Palm 2, on a parlé de SecPalm, on a parlé de Imagen, on a parlé de Cody. Aujourd'hui, sur Google Cloud Platform, on a à peu près 80 modèles pour faire énormément de choses. Donc, il y a des modèles qui sont moins populaires que d'autres, mais les entreprises ont besoin de ces modèles-là. Pour SecPalm, moi je dirais que ça peut être utilisé de deux façons. Soit toi tu es un analyste que tu peux faire un prompt avec des données d'entrée et demander au modèle d'identifier s'il y a des threats, mais il va certainement avoir une phase là où on intégrera SecPalm directement sur GCP par exemple, ou directement sur d'autres plateformes. Et on a une solution qui s'appelle Duet AI. Duet AI utilise déjà Cody, qui est le modèle de complétion de code, de génération du code et de debugging, qui est intégré dans Duet AI. Je vous donne un petit exemple de scénario pour les gens, pour qu'ils puissent l'imaginer. Donc moi, je suis développeur et je vais sur Google Cloud Platform. Donc je veux programmer quelque chose. Je veux écrire un algorithme pour un modèle, par exemple. Donc, je commence à écrire, je commence à définir une fonction, et le modèle, parce qu'il est intégré intuitivement dans Duet AI, il va me proposer la continuité du code. Où j'écris par exemple 2 fonctions, la troisième fonction va être générée automatiquement. Et ça, c'est aujourd'hui disponible sur GCP. Donc, ces modèles-là, s'ils vont trouver un threat, ils vont le signaler, parce qu'ils ont toutes les données déjà en entrée. Donc, il y a des modèles qui sont en train de fonctionner sans même que toi, tu l'intrigues. You triggered. Et donc, c'est utilisé d'une manière très créative, je pense, aujourd'hui sur GCP. Et j'invite tout le monde
à penser un moyen d'utiliser ces modèles-là parce qu'ils sont très puissants, très créatifs. Et on a un area of research qui commence, qui est les hallucinations. Donc, on essaye de plus en plus d'éviter ces hallucinations. Donc, maintenant, j'invite tout le monde à simplement trouver comment le mieux utiliser ces modèles-là, parce qu'il y en a plusieurs pour des use cases que les gens ne pensent même pas exister. 80, c'est beaucoup. Moi, j'étais sur 4, 5 en faisant rapidement le tour, mais c'est énorme. Et tu me disais tout à l'heure que c'était entraîné sur, je sais plus combien de milliards de paramètres. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Je veux dire, moi, dans les cours que j'avais, quand on jouait avec des algorithmes et qu'on en faisait quelques-uns, on avait 5, 10 peut-être hyperparamètres, possiblement une centaine sur les modèles un peu plus gros, mais là on est sur des milliards. Et pourquoi est-ce qu'il y a déjà une différence entre ces hyperparamètres-là et les paramètres dont on parle dans cette quantité ? Et ma deuxième question qui se lie à ça, pourquoi est-ce qu'on réduirait pas avec quelques plus petits paramètres, plutôt que d'en avoir un énorme qui coûte excessivement cher, puis qui est énorme. Admettons la 80 petites copies spécialisées. Pourquoi est-ce qu'on fait pas directement 80 petits modèles spécialisés et qu'on passe par ce géant-là ? C'est possible. Alors, il y a 3 questions ici. La différence entre les paramètres et les hyperparamètres. Pourquoi il y a beaucoup de paramètres ? Et est-ce qu'on peut commencer par ces petits modèles-là ? Donc déjà, on va expliquer la différence entre les paramètres et les hyperparamètres. Les paramètres, c'est les valeurs qu'on apprend par le modèle lorsqu'il s'entraîne. Et je vais te donner un exemple pour les gens qui n'ont pas de connaissances en IA. Prenons un petit enfant qui est en train d'apprendre ce que c'est une pomme, ce que c'est un livre, ce que c'est un stylo. À chaque fois que tu lui dis ça c'est une pomme et ça c'est un stylo, il est en train de développer des paramètres en tête. Donc, il va pouvoir les reconnaître. Donc il développe ces paramètres au fur et à mesure quand il apprend. Donc toi, peut-être Laetitia, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de paramètres que 5 ans plus tôt. Parce que tu comprends quand on fait ça, c'est-à-dire ça. Si tu veux faire un podcast, il va falloir contacter ces personnes-là, il va falloir trouver cet endroit-là. Peut-être 5 ans plus tôt, tu ne savais pas. Il va falloir chercher peut-être plus d'informations. Donc les paramètres, on les développe en entraînant les modèles. Donc c'est pas nous qu'on les définit. Okay. Par contre, les hyperparamètres, on peut les définir avant de commencer l'entraînement. Donc avant le début de l'entraînement, on définit des valeurs précises pour ces hyperparamètres et ça contrôle le processus d'apprentissage ou d'entraînement. Comme par exemple, combien de fois je voudrais que le modèle s'entraîne, sur combien d'itérations je vais avoir, le taux d'apprentissage ou c'est des termes en anglais mais j'essaie de les franciser un peu, mais la taille du lot ou le learning rate. Donc tout ça, moi en tant que développeuse, je pourrais les définir et ça va impacter le résultat. Alors que les paramètres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir malheureusement, ou heureusement parce qu'ils vont être créés avec les données que tu donnes au modèle. Okay. Et pour finir par un autre exemple, pour cette question-là, c'est comme si je prends Benoît et je le mets dans un petit village en France pendant 10 ans. Et par la suite... Ça a duré 17 ans, mais oui, c'est réaliste. Il va développer des paramètres. Il va probablement apprendre pas mal de choses. Mais si je prends Benoît et que je le mets dans un autre pays, par exemple en Australie, dans un corporate world, pendant 10 ans, avec des personnes, des avocats, des entrepreneurs, etc., est-ce que je vais avoir le même Benoît à la fin ? Non, je pense pas. Certainement pas. Au fond de moi, je serais le même, pareil. Ok. C'est une blague. Mais c'est ça. Donc les skills qu'on va apprendre sont totalement différents. Et c'est pour ça que la qualité des données affecte beaucoup les paramètres. Par contre, les hyperparamètres, c'est comme si je dis à Benoît, écoute, toi, maintenant tu as, je sais pas, 35 ans, 36 ans, je vais te donner $1 million.
Sympa. profite. Donc si je lui donne $1 million, il va certainement aller au même endroit si je lui donne $900 000. Alors que si je lui dis, tiens, t'as $10, il va probablement prendre une crêpe à Montréal et c'est tout. Alors que s'il a $1 million, il va aller à Las Vegas, il va aller à LA. C'est LA ou Berry-UQAM, chacun son... Voilà. C'est ça. Donc les hyperparamètres aussi sont responsables du succès un peu du modèle, mais tu les définis. Ok, c'est vraiment deux choses différentes. Deux choses totalement différentes. Maintenant, pourquoi on a autant de paramètres ? Et pourquoi on a des milliards de paramètres ? C'est parce que ces modèles génératifs-là, ils doivent apprendre des relations complexes. Nous, on trouve ça très simple, très intuitif de comprendre les mots entre nous. Pour la machine, c'était, je pense, le NLP, c'est une Natural Language Processing. Enfin, c'est ça, voilà. Natural Language Processing ou le langage naturel humain. C'est une des filiales les plus compliquées auparavant, et je me rappelle, ça fait plusieurs années, je parlais à mon professeur, Kevin Bouchard, à l'UQAC. Je lui ai fait un coucou s'il entend ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses, où est-ce qu'il va falloir investir au futur, comme étant chercheur? Il m'a dit le NLP. It's an area of research qui se développait beaucoup plus difficilement que les autres. Parce que on réussissait avec les réseaux de neurones convolutifs à reconnaître très bien les images et les classifier. Mais par contre, le NLP, c'était compliqué d'apprendre à une machine de comprendre l'humain. Donc les modèles génératifs ont des milliards de paramètres parce qu'ils doivent apprendre des relations complexes entre les mots et les phrases. Et ceci principalement pour générer un texte qui ressemble à ce qu'un humain est capable de dire ou d'énoncer. Donc plus un modèle a des paramètres, plus il peut apprendre des relations complexes. Par exemple, un modèle avec une dizaine de millions de paramètres, il pourrait comprendre le mot pomme. Et il peut comprendre que le mot pomme est souvent suivi par le mot dessert. Alors que si j'ai un modèle avec une centaine de millions de paramètres, il va pouvoir comprendre que le même mot, pomme, est suivi par le mot dessert dans un contexte spécifique. Quand je suis en train de parler d'un événement, ou je suis en train de parler d'un plat, ou je suis en train de parler d'un restaurant. Donc plus le modèle a de paramètres, plus il a du contexte, et il a aussi besoin d'entraînement davantage. Donc c'est pour ça que on doit voir de nombreux exemples de modèles avec des milliards de paramètres. Et est-ce que les milliards de paramètres, ça correspond à plusieurs langues différentes ? Je suppose que c'est pas un modèle qui apprend juste sur de l'anglais, ou ces milliards-là correspondent à de l'anglais, du chinois, du français, de l'espagnol, de l'arabe ? Ça peut être le même modèle qui va s'entraîner sur une centaine de langages différents, okay. Et ça peut être un modèle qui va s'entraîner sur une seule langue. Okay. Donc il y a différents types de ce modèle-là, et les chercheurs continuent à trouver c'est quoi la meilleure façon. D'ailleurs, pour répondre à ta question, pourquoi on commence pas par des petits modèles ? Ben, il y a des modèles qui font que ça, qui sont pas basés sur de grands modèles, mais quand tu trouves que Palm 2, c'est pas notre premier modèle chez Google. On en a eu à peu près 5 avant. On a commencé en 2017. C'est pas récent non plus. Mais on a réalisé que Palm 2 était le meilleur. Sa performance n'avait pas de semblable sur le marché. Donc on s'est dit, on va prendre le même modèle et on va le fine-tuner sur des tâches spécifiques. Mais là, on est en juillet 2023. Je te dis que c'était la façon avec laquelle on a fait les choses. Probablement dans 1 an ou 2, il y aura probablement une révolution de ces modèles-là. Il y aura d'autres façons d'entraîner ces modèles, probablement avec moins de paramètres, avec moins de ressources, comme les autres modèles d'IA. Et toi, tu as vécu ça certainement, que avant, c'était très compliqué d'entraîner un modèle pour détecter des anomalies. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le faire avec beaucoup moins de paramètres. Donc ça avance. C'est toujours comme ça. Plus ça évolue, plus on optimise, et moins c'est gros, moins c'est coûteux, plus c'est accessible. Exactement.
Donc ça va venir, mais déjà là, on a fait un bond, c'est que l'IA est accessible et mise sur le marché, peut-être un peu trop vite, mais tout le monde découvre ça, alors que les gens se disent « Waouh, c'est la révolution ». C'est vrai que comme tu dis, en 2017, vous aviez déjà des modèles, mais l'IA existe depuis bien plus longtemps. C'est juste que là, le boom c'était novembre avec ChatGPT, novembre 2022. C'est vrai que c'est arrivé sur le marché et les gens ont cru que l'intelligence artificielle, elle était consciente de ce qu'elle disait. C'est pas le cas. L'IA n'est pas consciente, mais ça arrive et là, ça a projeté la chose aujourd'hui, mais c'était déjà là avant. Puis il y a quand même des recherches qui sont faites régulièrement dessus et ça va évoluer. Peut-être que ça a mis un coup de boost dans les recherches, que les gens se sont dit « Waouh, on fait ça, c'est dingue, je vais aller regarder ce qui se fait, je vais aller investir dedans. » Puis ça va booster les recherches aussi et permettre au secteur d'avancer plus vite. Absolument. Et Laetitia, tu as mentionné un très bon point, c'est que l'IA existe depuis des années et des années, mais c'était pour un public beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui. C'était pour les entreprises qui avaient des doctorants ou des chercheurs qui étaient capables d'implémenter de l'intelligence artificielle pour des raisons commerciales, alors que depuis novembre, on a ouvert un nouveau champ d'intelligence artificielle générative, là où tout le monde peut le tester. Et ça a permis aux gens d'apprendre de nouvelles choses en utilisant ces technologies-là, de coder aussi, parce que ça aide à programmer. Et j'entendais récemment qu'il y a une entreprise qui a eu des fonds de, je sais pas, une centaine de millions de dollars en moins de 4 semaines après le lancement, et c'était tout simplement parce qu'ils prévoient lancer ou créer un modèle d'IA générative. Donc le point ici sur lequel j'aimerais préciser, c'est l'IA existe depuis des années. L'IA est devenue accessible depuis des années aussi, mais les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne l'ont pas essayé. Donc on a fait la meilleure marketing possible dernièrement en donnant accès à l'IA à travers une interface utilisateur, mais j'invite les gens à utiliser l'IA autrement. On a des API, et Benoît l'a mentionné, on a des API pour utiliser l'IA à un coût très 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 abordable. Et je te donne un exemple. On a une API d'un modèle qui s'appelle Vision, Google Vision, et c'est un modèle qui te permet d'insérer des images, et tu peux tout reconnaître dans une image. Tu peux reconnaître des labels, des logos, tu peux identifier des textes, tu peux reconnaître s'il y a une personne qui est souriante ou fâchée, tu peux reconnaître s'il y a des plantes, des oiseaux, peu importe, avec un taux de précision qui est très très élevé. Et pour utiliser cette API, tu peux, mets-toi à la place d'un commerce qui utilise ça pour automatiser des tâches. Combien ça prend du temps pour une personne à faire ça? Tu peux utiliser cette API jusqu'à 1000 images gratuitement. 1000 images par mois gratuitement, et par la suite, c'est probablement $1 par 1000 images. Donc c'est un coût qui est minime. Qui est vraiment abordable finalement. Absolument. Et aussi pour la transcription des vidéos, par exemple sur YouTube, on a encore des gens qui vont faire la transcription manuelle des vidéos et qui vont l'écrire. Il y a des gens qui font ça comme travail, comme job, de 8 à 17 heures. Alors que sur un API, tu peux faire ça pour une centaine d'heures pour un coût de probablement $50. Donc si tu compares ça à un taux horaire de quelqu'un, c'est beaucoup moins élevé, et ça permet à la personne de plutôt faire d'autres choses ou plus de choses, de vérifier l'exactitude de ça. Donc l'IA, ce n'est pas seulement poser des questions et avoir des réponses. C'est beaucoup plus que ça. On peut automatiser, on peut améliorer, on peut être productif, on peut créer de nouvelles choses. C'est comme si on a beaucoup d'analystes dans une même salle qui travaillent seulement pour nous. Et même si l'exactitude n'est pas à 100%, je trouve que c'est quand même un moyen pour être beaucoup plus productif. Dans le fond, je voulais juste peut-être rajouter un autre angle de ce que tu viens de dire, Iriana, dans le côté facilité d'utilisation, et puis rendre notamment le Generative AI accessible à tous.
Dans notre suite de produits, mais il y en a aussi chez la compétition. Donc, par exemple, Google Workspace, qui est notre suite de bureautique. On est capable, nativement, je ne sais pas si c'est encore sorti par contre à tous les clients. Ça, Rihanna, je te laisse. Pas encore au Canada, mais oui, aux États-Unis. Ok. Mais en tout cas, en tout cas, on voit que c'est en train d'être lancé. On est en mesure, dans le fond, de simplement être capable d'écrire un courriel, générer une présentation. Bref. Encore une fois, faire un peu le heavy lifting, d'enlever un petit peu le travail qui est rébarbatif aux personnes et puis améliorer leur efficacité pour des tâches vraiment extrêmement quotidiennes et plates, il faut le dire. Donc ça, c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. C'est vrai que si on peut passer 2 fois moins de temps à écrire un courriel, puis qu'il soit traduit dans 3 langues ou même une annonce LinkedIn ou bref, une offre d'emploi ou quelque chose comme ça, c'est clair que ça peut parler à un large public. Mais si on prend peut-être un cas un peu plus précis, je suis désolé, je vais ramener un petit peu la sécurité, mais néanmoins, ça peut, en tout cas, je pense que vous allez comprendre vers où je m'en vais. Un petit peu pour connect the dots, là. Dans le fond, la plateforme que Rihanna a mentionnée, donc Vertex AI et Generative AI Studio, sont quand même faits pour, ce que je dirais, en tout cas moi en tant que novice là-dedans, plutôt pour des applications d'affaires custom. C'est-à-dire que le but étant de fournir peut-être je dirais presque du prêt-à-porter. On n'est pas non plus dans le sens où il y a énormément de modèles et d'efforts qui sont déjà fournis par la plateforme Google. Et après, le client vient mettre sa twist à lui pour vraiment fitter avec son business case. Néanmoins, on utilise déjà le Generative AI dans d'autres outils qui sont pas forcément des outils grand public, comme je viens de le mentionner avec notre suite bureautique. Mais en ce qui concerne la sécurité, ça pourrait être utilisé dans d'autres domaines. On intègre directement le Generative AI dans le produit. Dans notre produit de sécurité, par exemple. La personne ne sait pas forcément qu'il y a du Generative AI en arrière. Et notre fameux analyse de sécurité, ou analyse de sécurité, pour le monde qui ne sait pas ce que c'est dans le fond quelqu'un d'informatique qui est spécialisé à comprendre les enjeux, les risques de sécurité et prendre action s'il y a un problème. Cette personne-là, dans le fond, elle est même pas obligée de savoir qu'il y a un Generative AI en arrière de son produit qui va détecter les virus ou analyser les virus ou les fameux threats que je mentionnais tantôt. C'est embarqué dans son outil qu'il va utiliser au quotidien et ça va comme améliorer son efficacité au travail. Et ça, en arrière, il y aura du SecPalm qui lui-même est basé sur Palm, qui lui-même est basé sur un dataset privé qui va jamais s'en aller ailleurs que dans la bulle privative qu'on lui aura fait parce que c'est un environnement enterprise. Il n'est pas obligé de le savoir, mais il va déjà en bénéficier sans même le savoir. Et ça existe déjà. Et il y a des produits qui sortent à chaque semaine avec en arrière le moteur. Excuse-moi d'utiliser ce mot-là, mais moi je comprends. J'utilise les mots que je comprends. Le fameux moteur, Palm en l'occurrence pour celui-ci, qui va permettre ça. Ok. Et justement, on dit que c'est plus accessible, puis c'est le but aussi de GCP. C'est quoi les pratiques pour quelqu'un qui veut se mettre à ces outils-là? Quelles sont les bonnes pratiques pour lui en termes de sécurité, en termes de... Je pense évidemment à la sécurité, mais les bonnes pratiques pour qu'il puisse réussir à l'intégrer correctement, sans qu'il y ait de failles, sans qu'il y ait de problèmes, sans qu'on puisse exploiter d'une façon mauvaise ce qu'il a mis en place. Oui, écoutez, je vais prendre cette question-là. Dans le fond, déjà, pour commencer, vu que c'est quand même un terrain en plein mouvement et changement, il y a des mises à jour de ce que je vais vous dire à tous les mois, donc n'hésitez pas à les vérifier sur nos blogs, par exemple, qui sont publiquement accessibles, ce que je vais vous mentionner dans quelques secondes. Chez Google, dans le fond, pour adresser cette question-là, qui est les questions que toutes les compagnies qui sont sérieuses se posent avant de se lancer dans ce domaine-là, on va dire en dehors de l'aspect prototypage, je veux dire, quand on s'en va vers la production, on a introduit un framework. Donc un framework, c'est une plateforme un petit peu comme un cadre normatif, là, enfin on va dire des bonnes pratiques, pour résumer, qui s'appelle le Google Secure AI Framework. Et je vous invite à googler ce terme-là. On a un blog qui décrit tout ça. Dans le fond, l'idée de ce framework-là, c'est d'introduire dans le fond des grands éléments, un peu comme une checklist. Un peu, on vérifie qu'on a bien adressé chacun de ces choses-là. Donc, le premier point dans ce framework-là, c'est d'être
utiliser dans le fond, comme l'a très bien mentionné déjà Rihanna, utiliser l'intelligence artificielle dans un environnement sécuritaire. Donc c'est pour ça, encore une fois, le cloud, ça peut être le nôtre, ça pourrait être éventuellement un concurrent, offre une sorte de baseline par défaut, de sécurité par défaut, en termes de plateforme de développement pour créer de l'AI, où on sauve des mois, des années de travail pour sécuriser l'environnement, en l'achetant, on va dire, sur la tablette directement. On n'a plus qu'à coder au-dessus de ça, mais on va dire tous les sous-bassements, la fondation de votre maison est déjà solide. Et comme l'a dit Rihanna aussi tout à l'heure, respecte la législation, les différentes compliance. On pourrait penser à SOC 2, PCI DSS, si c'est pour les cartes de crédit. Enfin, bref, pareil, c'est publicisé sur tous les grands clouds. Vous êtes capable de voir quel service est certifié sur quelles normes. Tout ça, c'est déjà fait pour vous et ça vous sauve un temps énorme. Pour ceux qui ont déjà, il y a peut-être aussi des publics jeunes qui nous écoutent, mais pour ceux qui sont plus anciens et qui ont dû créer des solutions on-premises, là, sur les centres de données privés, il fallait créer tout ça par soi-même ou passer les certifications par soi-même. Et ça prend un temps, une énergie et des moyens très conséquents, que ce soit d'un point de vue humain ou financier. Tout ça, ça va être offloadé par votre cloud provider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être en mesure, dans le fond, d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux connaître les attaques auxquelles vous pouvez être soumis. Donc, je l'ai un petit peu déjà expliqué tout à l'heure avec le threat intelligence. C'est que dans le fond, ça c'est vraiment, enfin, c'est intéressant d'ailleurs dans la sécurité en général, mais dans l'AI en particulier. L'intelligence artificielle va bénéficier autant en termes de sécurité aux défenseurs qu'aux attaquants. Et d'ailleurs, les attaquants l'ont très bien compris, parce qu'eux l'utilisent déjà. Ils sont souvent plus souples que les corporations aussi à mettre en œuvre ce genre de choses-là. Et la sécurité en général, c'est vraiment une économie. Donc dans le fond, les attaquants, eux, leur principe de base, c'est d'essayer de consommer le moins d'énergie et de mettre le moins d'efforts pour atteindre le meilleur résultat. Donc, ils vont pas forcément aller chercher des attaques extrêmement complexes pour atteindre leurs objectifs. Ils vont essayer de prendre un peu les low-hanging fruits, là, tout ce qui est accessible par terre, très facilement accessible en termes évidemment de données sensibles et autres pour être capable de les monétiser, les revendre ou autres. Donc l'idée dans cette espèce d'économie là dont on parle, c'est de rendre votre organisation, votre entreprise, votre entité gouvernementale la plus chère à attaquer. D'accord ? Plus on met c'est comme des couches en oignon, plus on met de sécurité, plus ça va être compliqué pour votre attaquant d'atteindre son objectif, c'est-à-dire d'extraire des données ou de faire du chantage avec des rançons, etc. Et donc, quand on comprend un petit peu ce principe-là de base, qui peut s'appliquer d'ailleurs à n'importe quelle technologie de sécurité, il faut comprendre que le Generative AI va venir énormément baisser les coûts pour produire ce qu'on appelle des malwares, des virus, ou on va dire le premier niveau d'attaque qui est le plus complexe pour rentrer dans l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est une forme d'économie. Donc, mettons, ça coûtait 10 pièces, $10, ça va arriver à $1. Ce qui fait que on va faire 10 fois plus d'attaques en volume. Et donc, vous avez compris l'économie, donc potentiellement avoir réalisé plus de gains. Si en tant que défenseur, déjà on n'a pas compris forcément ça et on n'utilise pas l'intelligence artificielle, il faut vraiment, ça fait partie dans le fond des topics les plus prégnants aujourd'hui chez les CISO, là, donc les directeurs de sécurité, que ce soit dans les banques ou dans d'autres institutions. L'intelligence artificielle et le generative AI en particulier est le premier sujet en 2023 sur la pile des personnes qui sont stratèges au niveau de la sécurité. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent leverager l'intelligence artificielle et le generative AI en particulier pour augmenter le coût pour l'attaquant pour atteindre leurs choses ou être capable de détecter à moindre coût les attaques qui viennent de l'extérieur. Donc c'est vraiment une histoire d'économie pure et d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là qui peut être élargi à autre chose. Ça coûtera évidemment moins cher d'écrire 10 courriels avec du Generative AI que de les faire tous à la main en essayant de réfléchir par soi-même. Ça veut pas dire qu'il y a pas une intelligence en arrière qui va venir raffiner les choses. Comme tu disais, il y a Rihanna, il y a toujours encore quelques pourcentages pour le contexte ou pour préciser des choses que l'humain peut-être fait encore mieux que la machine, mais néanmoins, on est capable un petit peu comme si on avait un ordinateur supplémentaire, un cerveau de substitution qui va nous permettre de produire plus avec moins d'efforts.
Après ça, dans le fond, je vais pas vous citer tous les points du Security AI Framework, mais l'idée derrière ça, c'est vraiment ça. C'est d'être capable d'ajuster ensuite vos contrôles de sécurité avec le contexte qu'amène l'intelligence artificielle. Donc, des nouveaux risques. Donc, par exemple, tu le mentionnais avec les développeurs qui vont mettre du code en production sur des interfaces publiques. Donc, encore une fois, un aspect de culture. Et aussi, parce que l'idée en tant que sécurité, en tout cas moi c'est ma philosophie, mais j'espère de plus en plus de gens de sécurité aussi, c'est pas de bloquer les gens. Au contraire, c'est un peu comme un enfant, c'est de l'accompagner. Vous avez un adolescent, bien placé pour le savoir, si vous lui bloquez les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va être compliqué déjà de continuer à lui parler là, mais mais bref, même pour son épanouissement en tant qu'enfant, c'est un petit peu compliqué. Donc là c'est un petit peu pareil, si mettons vous êtes une entreprise aujourd'hui, que ça soit une entreprise traditionnelle ou digital native, et que vous souhaitez vous bloquer l'intelligence artificielle au global, je parle pas juste de Generative AI, mais Generative AI est une sous-entité, et vous risquez peut-être de disparaître dans les années qui viennent, dans le sens où vous n'allez pas être capable d'innover ou d'utiliser des outils que la compétition va utiliser. Donc, en tant que sécurité, l'idée c'est d'accompagner ce virage-là, s'assurer qu'il y a un minimum de cadre, de formation qui soit fait en interne pour des gens qui ont accès à des données sensibles, pour savoir comment bien utiliser ces outils. Que ce soit les outils publics, évidemment, on essaye d'éviter de les utiliser, avec des données sensibles. On peut très bien l'utiliser pour expérimenter ou jouer avec des jets de données qui sont faux, ça peut être intéressant. Mais par contre, dès lors qu'on veut faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec des données, soit des données clients, soit des données, ce qu'on appelle en sécurité PII, donc des informations personnelles, donc par exemple nom, adresse, date de naissance, genre, etc. Clairement, on peut pas jouer avec ce genre de données-là sensibles dans un écosystème public, c'est juste pas possible. Donc ça représente une énorme faille de sécurité de faire ça. Clairement. Et le dernier point qui est selon moi important, c'est que, et puis je vais terminer là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé là-dessus, donc sur ce framework-là, juste pour illustrer dans le fond ce qu'est capable de faire un attaquant aujourd'hui avec une interface de Generative AI. Parce que j'aime ça, c'est donner un petit peu aussi de concret pour les auditeurs. Prenons un exemple que tout le monde va comprendre. Mettons un appel téléphonique. On n'est pas obligé de forcément créer un virus pour rentrer dans une organisation. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre, par exemple, ou simuler un client avec un bébé qui pleure en arrière, ce genre d'affaires. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps pour duper des hotlines, pour duper des personnes même à la comptabilité pour demander des virements d'argent. Ça existe depuis très très longtemps, plus de 10 ans. Sauf que maintenant, avec les technologies auxquelles on va avoir accès, on va être en mesure, donc là prenons l'exemple d'un appel téléphonique, après je donnerai un exemple avec un courriel, de prendre la voix d'une personne qui a parlé en public, mettons un directeur qui a fait une intervention qui est disponible sur l'extranet de l'entreprise pour dire les chiffres annuels, utiliser cette voix-là et générer la voix de la personne pour aller demander à la secrétaire ou à une autre personne de faire une action ou de donner un mot de passe ou de changer le mot de passe, ou bref, imaginez tout ce qui peut être fait avec un appel téléphonique. Mais là, avant, on va dire que le côté, à moins d'avoir quelqu'un qui est un imitateur, c'est un petit peu compliqué, mais là, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a déjà des chansons qui ont été faites. Par exemple, j'ai entendu Jay-Z qui a été simulé. Il a fait un propre titre alors que c'est jamais lui qui a chanté. Donc là, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure sur la propriété intellectuelle. Mais pour donner un autre exemple concret qui touche tout le monde, vous êtes victimes tous de ce qu'on appelle des spams ou du phishing ou du spear phishing, donc hameçonnage ou harponnage, si on traduit ça suivant la banque de la langue française. Donc ça, le but, c'est souvent de faire exécuter ce qu'on appelle un payload, donc un logiciel, un virus, qui va permettre de créer une sorte d'empreinte dans l'entreprise pour ensuite se balader dans l'entreprise. Ça va devenir tellement bien fait, c'est déjà de mieux en mieux fait, je pense que vous l'avez déjà constaté, là, les courriels que vous recevez en tant que phishing sont de plus en plus qualitatifs, c'est de plus en plus difficile de distinguer un vrai courriel d'un faux. D'ailleurs, même des fois, souvent des vrais, on pense que c'est des faux, tellement les faux sont bien faits. Là, il se trouve que, encore une fois, pour une histoire de coût, on en revient toujours à ça, on va être capable de générer dans un groupe d'attaquants qui est spécialisé en phishing va être capable de générer un courriel extrêmement bien fait, de manière entièrement dynamique avec différentes langues, ultra personnalisé par rapport à l'entreprise qui target
à un coût qui va être extrêmement faible grâce au Generative AI. Et en plus, vous voyez, on détectait dans le passé des spams ou des phishing grâce à des fois la qualité un petit peu approximative de la langue. Mais là, on s'entend qu'avec les capacités d'un Generative AI et puis l'intelligence, la compréhension du contexte humain qu'on est capable de faire, vous imaginez ce que ça va donner. Donc encore une fois, c'est pas pour... Je vous dis pas ça pour avoir peur d'avoir peur, mais c'est juste se préparer à cette réalité-là qui arrive. Exactement, il faut être prudent, puis il faut se former. Là, comme tu dis, l'appel téléphonique, généralement, il y a un sentiment d'urgence qui est amené quand c'est un spam. Puis la bonne démarche à avoir, c'est de dire, ok, je vais vous rappeler, puis on raccroche, puis là, on va chercher le vrai numéro qui correspond à son directeur financier ou à Abel, par exemple, si c'est pour le téléphone, ou à sa banque, puis on rappelle, et là, on en parle. Donc c'est vrai que c'est important de faire attention. Puis même les mails, moi je pense que des fois je suis trop prudente, mais un jour j'ai reçu un mail puis je m'y attendais pas. Du coup j'ai envoyé un mail à la personne avec qui j'étais en contact de cette partie-là de l'entreprise en lui demandant est-ce que vous m'avez bien envoyé ça, parce que j'ai rien demandé puis ça m'étonne. Puis on m'a dit oui c'est bien nous. Voilà, du coup j'ai pu cliquer sur les liens et je préfère faire attention que de cliquer sur un lien et ça c'est tellement dangereux dans le sens que tout le monde peut se faire prendre, mais c'est aussi très simple de faire attention. Oui. Donc, je trouve ça génial que tu l'as abordé et puis qu'on puisse en prévenir les gens. Ouais. Peut-être conclure rapidement sur ce sujet-là. Dans le fond, un truc important à comprendre, c'est... Parce que là, j'ai apporté que des problèmes, mais pas vraiment de solution. Je vais vous en apporter une qui est simple, c'est que dans le fond, pour une entreprise, mettons cet exemple-là que tout le monde comprend, l'idée, ça va être d'améliorer ce qu'on appelle les simulations de phishing, là. Donc, la chose sur laquelle tu as parlé, là. Les entreprises, dans le fond, vont devoir utiliser les mêmes outils que les attaquants, donc du Generative AI en arrière, pour leur campagne de phishing, de simulation, pour entraîner leurs usagers à être encore plus vigilants et à avoir les bons réflexes quand ils ont un doute. Donc c'était un petit peu ça le message que je voulais donner globalement, donc pour ce cas précis, mais on peut le généraliser à d'autres. C'est vrai, puis il faut vraiment prendre en compte que la faille numéro 1 dans la sécurité, c'est nous, c'est l'humain. Le plus simple, même pour un attaquant, c'est d'être derrière une personne qui arrive au bureau, de se glisser, puis d'aller regarder les bureaux. C'est que quand même, si t'as pas de vigile, de sécurité, que tu fais pas gaffe, qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent dans la boîte, c'est une façon super simple de le faire. Puis t'as pas besoin d'avoir des énormes serveurs, de casser tous les codes. C'est ça. C'est pour ça que je donnais l'exemple du téléphone, parce qu'il y a quand même un aspect de distance. Les attaques physiques existent, c'est sûr, mais on va dire pareil, c'est la vigilance. Là, faut être sur place, quoi. Je suis venu en train, typiquement, j'ai un filtre. Je m'assure que personne regarde mon chose. Quand je pars, j'éteins tout, ou je prends mon ordi avec moi. C'est des bonnes pratiques. Et pour aussi continuer à parler sur les bonnes pratiques pour commencer à faire de l'IA générative, je suis à 100% d'accord sur tous les points que tu as mentionnés, Benoît. Je voudrais aussi mentionner le fait qu'aujourd'hui c'est très accessible. Il suffit d'avoir un compte sur Google Cloud par exemple, et je pense que tout le monde a le droit à $300 de crédit. Et on a 2 solutions qui sont disponibles et qui sont très abordables pour les développeurs qui désirent créer leur propre application. Donc, on a le Model Garden. Donc, il suffit de taper dans la barre de recherche de GCP Model Garden et vous allez voir les 80 modèles dont je parlais. C'est comme un marketplace, dans le fond. Sauf que tu payes, c'est inclus dans la plateforme, quoi. C'est inclus dans la plateforme, c'est ça. Donc il y a les modèles de Google, il y a il y a des modèles open source, et il y a des modèles de nos partenaires aussi. Et tu peux utiliser ces modèles-là, ou tu peux les fine-tuner ces modèles sur tes propres données, dans un environnement très sécure. Si tu veux commencer à prototyper d'une manière encore plus facile et plus rapide, on a un autre outil qui s'appelle le Generative AI Studio. Il est aussi sur Vertex. Et là, tu as une interface utilisateur, donc un user interface, là où tu peux écrire ton prompt, ou c'est le mot offensif pour dire écrire ta question, ou ta demande, et tu vas avoir des réponses immédiatement. Donc, le Generative AI Studio est basé sur Google Foundation Models. C'est des modèles que Google a développés et entraînés et a mis en place pour tout le monde. Ils peuvent être utilisés par un simple appel API. Donc, quand tu vas, par exemple, moi je suis Rihanna, je voudrais développer une application
pour, par exemple, pour aider les enfants à apprendre de nouveaux concepts. Donc, je voudrais intégrer un petit assistant virtuel dans mon application. Donc, je peux utiliser un des modèles de Google. La façon la plus facile et la plus rapide, c'est d'aller sur le Generative AI Studio, écrire une question, simuler une conversation et donner du contexte à ce modèle-là. Il veut dire, je suis en train de développer une application pour les enfants qui sont âgés entre 8 ans et 12 ans par exemple. Je veux que les réponses soient spécifiques et qu'il n'y a pas d'hallucination. Je veux que tu t'assures que tu utilises ces données-là que je vais te donner et que ton langage soit approprié aux enfants de cet âge-là. Et comme ça, toutes les réponses que tu vas avoir, ils vont être spécifiques à ce que tu viens de mentionner. Et on a un bouton sur lequel tu peux cliquer, tu vas voir le code généré que tu pourrais directement intégrer ça dans ton application. Le dernier point ici, c'est donc on a parlé de avoir accès à un outil très rapidement, donc en quelques minutes, tu peux te connecter et avoir accès et commencer à prototyper. On a parlé du fait que tu peux générer le code pour l'avoir sur ton application. C'est sûr qu'il va falloir raffiner et rajouter certains scripts. Troisième chose, donc il y a le contexte, mais il y a aussi des paramètres. Il y a les paramètres que tu peux préciser. Il y a des paramètres on appelle ça le niveau de randomness. Je connais pas le mot en français. Je vous laisse traduire. Ouais, c'est ça, aléatoire. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est quoi le pourcentage de réponses aléatoires que je voudrais donner? Il y a le paramètre de température. Ça va assurer que la réponse est soit très consistante, si la température est égale à 0, ou très créative, si la température est égale à 0,8 ou 0,9. Donc, c'est une échelle entre 0 et 1. Donc, tout ça, honnêtement, il peut être fait en 30 minutes si tu veux commencer à développer une application. Donc, c'est très facile. Je l'ai vu, hein, c'est vrai. J'ai vu une démo aussi, je trouve ça assez fou. Je me suis dit, ça y est, mon métier va changer. Et d'ailleurs, c'est parfait parce que c'est une transition nickel sur ma dernière question sur la propriété intellectuelle. Typiquement, là, j'ai généré le code d'une application, mais à qui appartient ce code? Parce que finalement, c'est Google qui me l'a proposé, mais c'est moi qui vais le commercialiser. C'est quoi, à ce moment-là, la part de... Pareil pour les images, là je pense du code, mais les images c'est pareil, tu pourrais dire j'ai généré une image, puis cette image je l'ai mise sur mon site, puis elle a été réutilisée plusieurs fois, et c'est qui a les droits sur cette image finalement? Je peux donner un petit disclaimer aussi parce que je me suis renseigné à ce niveau-là grâce aussi à tes questions. Ma réponse va être limitée pas mal à l'Amérique du Nord parce que j'ai pas pu regarder encore la législation européenne là-dessus, puis pas mal bon en Europe pour générer des lois, mais on est souvent 10 ans après la bataille. Mais dans le fond, pour résumer, si on prend peut-être un exemple des images, qui est un excellent exemple, ça sera d'ailleurs un enjeu pour les entreprises notamment qui veulent utiliser certains modèles qui ont été entraînés ou qui utilisent des datasets publics. Petite parenthèse, mais je pense que vous allez comprendre ce que je viens de dire à l'instant dans quelques minutes. Quand vous allez utiliser justement une solution logicielle, où vous n'avez pas forcément ce qu'on appelle la traçabilité. Donc quand je parle de traçabilité, imaginons la traçabilité pour une brique de lait par exemple, ou de la nourriture. Maintenant, je sais pas si vous avez été à l'épicerie récemment, mais vous êtes capable sur certaines bouteilles de lait de savoir d'où vient la vache, quel producteur a trait, comment s'est passé le transport, etc. Le coût total de CO2 de la bouteille de lait, le packaging, etc. En fait, on arrivera à une forme de maturité au niveau de la propriété intellectuelle sur les applications qui vont sortir dans le futur. Là, je pense par exemple à certaines IA génératives qui s'occupent notamment de générer des images. Je crois qu'il y a Midjourney et d'autres plateformes travaillent sur ces sujets-là pour être en mesure, c'est pas encore disponible aujourd'hui, mais de donner des options en fait à leurs utilisateurs pour dire ok, je coche la case. Il faut absolument dans le fond qu'il n'y ait pas c'est pas relié forcément à un copyright, ok. Donc je vais dire ok, je vais prendre des images mais qui sont libres de droit par exemple. Donc forcément, ça va changer le résultat en tout cas, le dataset sera forcément moins large. Ou au contraire, je vais utiliser mettons Midjourney pour prendre celui-ci ou les solutions de Google également qu'on est capable d'utiliser. Et je vais le donner sur un dataset sur lequel j'ai acquis les droits. Donc là, quand on crée son application custom,
On s'entend qu'on est relativement en contrôle avec les données qu'on va utiliser, en tout cas. Je vous le souhaite à tous. Par contre, quand on va utiliser un software, un petit peu comme je l'expliquais tout à l'heure avec l'outil de sécurité, en arrière de ça, il va y avoir de la Gen AI. Et je dis pas qu'on le sait pas, on sait que forcément il y a une intelligence qui crée ces images, mais si on n'a pas cette notion de traçabilité en arrière, le travail qui est fait par l'éditeur de logiciels, en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, on peut être soumis à une amende de $150 000 par item. Il y a déjà eu des cas de jurisprudence en 2022 de gens qui ont été condamnés. Notamment, c'est ça, il y a des agences, vous connaissez l'agence Getty là, qui fait des images, c'est une banque d'images, ont déjà réussi à condamner certaines applications qui utilisaient en GenAI leur dataset, parce que justement, ils n'étaient pas en mesure, évidemment, dans le fond, ils ont vendu à leurs clients un logiciel, que ce soit gratuitement, enfin, qu'a vendu, était disponible gratuitement, mais en utilisant un dataset qui utilisait des images soumises à copyright. Et donc là, c'est juste un exemple concret, mais on imagine ces exemples-là vont se multiplier dans le futur. Et pour résumer très simplement la jurisprudence, en gros, avec les textes actuels en Amérique du Nord, en tout cas, je pense aux États-Unis en particulier, ils n'ont pas eu besoin de modifier la loi pour juste indiquer que le Generative AI était considéré comme un dérivé de la propriété intellectuelle. Donc, prenons un exemple. Prenons une image qui est sous copyright et ensuite, il y a du Generative AI qui est utilisé pour la transformer en ajoutant une licorne sur une image qui est copyrightée. On considère quand même, vu que ça a été basé sur une image au départ qui était basée sur un copyright, même si elle ressemble plus vraiment à l'image d'origine, on considère quand même que c'est un travail ou une donnée qui a été dérivée d'une propriété intellectuelle qui était existante. D'où les fameuses amendes qui en découlent. Mais là, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple des images, puis que le modèle qui est derrière, qui a été entraîné et qui est mis à disposition, ces données-là viennent de tout ce qui est disponible. Admettons, il prend Google Images. Google Images, les images qui sont là sont pour la plupart copyrightées et pas du tout libres de droit. Admettons, tu fais ton modèle basé sur ça, et après la personne va utiliser ce modèle-là, voilà. Puis à qui revient l'image si c'est des milliards d'images derrière? Le risque, en fait, c'est ça, c'est que dans le fond, si la compagnie ou la personne, ou que ça soit personne physique ou morale, s'aperçoit que sa propriété intellectuelle ou même son titre de musique va d'avoir été utilisé dans un logiciel sans son consentement, sans payer des royalties, etc., elle sera en mesure de l'attaquer. Ok. C'est bon à savoir. Donc c'est pour ça que on va dire que je pense dans quelques mois ou quelques années, on va atteindre un niveau de maturité supérieur quand on sera en mesure de prouver à son client qui va utiliser une application où en back-end on a du Generative AI, la traçabilité des sources, un peu comme la traçabilité de Notley que je racontais tout à l'heure. Ça va amener ce niveau pour rassurer le client qui ne veut pas se retrouver avec un procès dans les 6 prochains mois. Ok. Mais c'est un sujet encore très nouveau, oui. On s'entend. D'ailleurs, à ce titre, je ne sais pas si on pourra le mettre dans le lien du podcast, mais je pourrais vous donner un lien vers un article qui résume cette problématique assez bien, avec des exemples documentés, les jurisprudences et quelques cas réels ayant déjà existé. Ouais, carrément. Je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde. L'épisode touche un peu à sa fin. Je pense qu'on a dépassé sur le timing habituel, donc j'avais encore quelques petites questions, mais tant pis, je vais les passer. Donc vraiment merci beaucoup Rihanna et Benoît d'être venus. Avec plaisir. J'espère que moi j'ai trouvé les explications super, j'ai appris beaucoup de choses, donc j'espère que c'est le cas pour vous autres qui nous écoutez dans la voiture, dans le lit, le soir, après le travail, peu importe. D'ailleurs si vous avez des questions ou des remarques ou peu importe, que vous voulez partager par rapport à ce que vous avez entendu sur le podcast, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou sur les réseaux où le podcast est publié. On se fera une joie d'y répondre et de relayer. Donc, c'est ça. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode autour de vous. Puis, merci beaucoup. Merci à toi. À Merci bientôt. à toi. Merci.